On ne peut pas être jugé parti, mais peut-on juger quelqu'un qui prend parti? Alors, à vous de juger. Salutations à toutes et à tous, bienvenue à bord de la Haute Sphère Cosmonaute, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. Moi c'est Audrey, enchanté. L'hôte du jour est le Forrest Gump français. L'hôte du jour c'est Claude Caz. Salut Claude, comment tu vas? Salut Audrey, ça va très bien, merci. Ravi de te recevoir ici. Merci de me recevoir et de prendre le temps pour faire cette interview et parler du livre. Pas de problème. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bien sûr, je m'appelle Claude Caz, j'ai 43 ans, je suis biterrois, j'ai deux enfants et je suis accompagné dans la vie. Je suis explorateur, aventurier, marathonien de l'extrême et depuis peu auteur du livre Horizon Infini dans la nouvelle collection Rencontres extraordinaires chez Ah, Albin Michel. voici le livre, il est là. Et donc Claude parle. Alors Claude, donc là aujourd'hui on va parler de toi, de ton parcours. Il y a beaucoup de post-it. Ouais, exactement. Pourquoi avoir voulu écrire ce livre-là, d'abord? Les gens le découvriront dans le livre, comme tout un chacun, quand on est lié à l'univers. Et moi, ça démarre assez fort, puisque j'ai tout de suite des intuitions depuis tout petit, et par les rêves inconscients ou dans la réalité des images, ce genre de choses. Et j'ai toujours suivi ces intuitions. À 99,99%, je les ai suivies. Et ce livre, je m'étais dit un jour, j'écrirai un livre sur mon histoire, mais je voyais ça, je sais pas, à 50 ou 60 ans, je voyais pas ça aussitôt. Sauf que dans la vie, il y a toujours des opportunités qui arrivent, et comme je ne crois pas au hasard, j'ai eu cette opportunité donc du directeur qui s'appelle Alexandre Savoué de cette nouvelle collection, qui au même moment, et je trouve que l'anecdote elle est folle, au même moment a eu la proposition de d'être directeur de cette nouvelle collection. Il a ça d'un côté, et au même moment, il y a mon histoire qui lui arrive sous le nez. Et là, il se dit, attends, on me propose ça, là j'ai une histoire d'un gars qui est quand même assez atypique. Ouah, j'ai vraiment envie en fait de mettre les deux en lien et de faire partie de ce pont-là en fait. Et donc il m'a contacté et ça m'a permis de me dire, ok, ben en fait c'est le moment, je suis pas obligé d'attendre jusqu'à 50 ans. Et justement, tu dis que ton histoire elle est atypique. Ouais. On va y revenir justement par rapport à cette histoire atypique. Je vais te proposer des mots, Ouais. justement, en rapport avec ton histoire, ton livre. Tu vas me dire ce que ça t'inspire. Est-ce que Ok. c'est bon pour toi? Ouais, bien sûr, pas de souci. Famille. Ok. Famille. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire? Ça m'inspire, ben, en commençant par dans le livre, je raconte bien sûr mon histoire personnelle de ce que j'ai vécu, en sachant que je suis un enfant de parents divorcés. J'ai deux grands frères et une petite sœur. J'ai pas connu mon père, mon géniteur. J'ai connu que mon beau-père, mais qui est, je pense, comme tout enfant qui prend, on va dire, la vie conjugale de sa maman, en n'ayant que 2 mois. Bah, c'est mon papa, en fait. Voilà, c'est mon papa de cœur. Et du coup, quand on prend cette façon de prendre la vie conjugale d'une personne, ça reste quand même quelque chose de assez particulier parce que on va pas on va pas le découvrir tout de suite parce que déjà on n'a pas la compréhension quand on est un peu trop jeune, mais je vais le découvrir beaucoup plus tard par on va dire l'erreur de mes frères qui le dit à un moment donné et puis là en fait celui qu'on pensait être notre père parce que pour lui on était son fils puisque voilà je suis un nouveau-né dans ses mains, euh, on le voit différemment.
on se dit: «Ah bon? Et c'est qui, en fait, celui qui m'a créé, celui qui» et puis, ben là, on essaie de comprendre et puis celui qu'on appelait papa, on l'appelle plus et ça crée quand même pas mal de choses qui sont assez difficiles à vivre. Comment tu l'appelais? Par son prénom? Je l'appelais pas Ok. et comme par exemple, là, si je devais t'appeler, je te dirais: «Ça va? Tu peux venir? Mais si tu le voyais dans la rue, par Qu'est-ce que tu exemple, faisais?» tu l'interpellais pas? Non. J'essaie de me rapprocher le plus possible pour lui Ah, taper sur c'est-à-dire que t'as l'épaule. vraiment eu un blocage à partir du moment où t'as Ouais. découvert que... Ok. J'avais toujours cet amour profond, mais, mais ouais, je l'appelais plus en fait. Et c'est vrai que ça peut paraître assez difficile, mais quand tu es un enfant et que que tu viennes comprendre un peu ce qui se passe, tu sais plus comment te positionner. Et du coup, ça n'a rien changé pour ma petite sœur, qui est ma demi-sœur. Mais, mais par rapport à lui, oui, il y a eu à partir de ce moment-là une petite distance de ma part, pas de la sienne, qui s'est créée. Donc voilà, le mot famille au début, ce que ça m'interpelle. Aujourd'hui, c'est une autre avis du mot famille, puisque j'ai la mienne, en étant papa de deux enfants, un garçon et une fille. Mais je comprends quand même que quand on est parent, on comprend mieux plus tard ce que ont pu ressentir nos parents plus tôt. Et là, je peux qu'imaginer, en ayant vu grandir et pris dans ses bras ce petit être qui n'est pas de nous, mais qu'on a aimé profondément, qu'est-ce qu'il a pu ressentir quand je ne l'appelais plus. Et ouais, c'est... Et vous avez jamais eu l'occasion d'en parler. Ok. Malheureusement, il est parti trop tôt, Et là, j'imagine que t'as des regrets par rapport à ça. complètement. C'est... Bon. C'est comme ça. Bah, t'as appris. T'étais Ouais, un enfant, comme tu dis, c'est ça. et t'as appris. C'est une des choses, je pense, qui est le plus difficile à accepter. C'est parce que quand t'es enfant, tu comprends pas, t'es insouciant, tu réfléchis pas trop, tu dis les choses telles quelles. Il y a jamais en fait Ouais, sans de... filtre. Ouais, c'est ça. Et par contre, quand tu grandis, que tu commences à faire une introspection et à réfléchir un peu sur ta vie, de tout ce qui s'est passé, et c'est tout à fait normal Mhm. et légitime, tu te dis, ah ouais, quand même, j'ai été dur. J'ai été dur. Et surtout, quand ils sont plus là, ben là, tu peux plus, en fait, t'excuser ou essayer de dire les choses parce que c'est trop tard. Le mot rejet. Rejet, ben, justement, je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti parce que... Alors, est-ce que c'est, aujourd'hui encore, je ne le sais pas. Est-ce que c'est volontaire ou involontaire de la part de ma mère? Je sais pas. J'ai plus parlé à ma maman après le décès de mon père euh, pour des raisons, on va dire, assez fortes mais personnelles pendant plus de 20 ans. Depuis pas mal de temps, j'ai fait la paix parce que c'est moi qui maintenais ce statut. Mais par rapport au rejet, en fait, je savais pas pourquoi moi j'étais toujours mis à l'écart. Et les gens le découvriront dans le livre. À l'écart dans la maison. Mes frères et mes sœurs étaient d'un côté d'une partie de la maison et moi en fait j'étais tout seul de l'autre côté. J'étais le seul qui était enfermé dans sa chambre à clé et pas les autres. Est-ce que c'était parce que j'étais le dernier garçon et que pendant un temps j'étais le chouchou, hein, parce que c'est vrai que les derniers c'est un peu ça. Et puis quand il y a eu ma sœur, ça a été encore autre chose. Mais est-ce que c'était parce que j'étais celui qui était le plus boiteux? Quand je veux dire boiteux, c'est-à-dire catastrophe. J'ai eu des accidents en pagaille. J'ai été celui qui tapait toujours un peu sur le poing pour essayer de toujours avoir ce qu'il voulait. Enfin, j'en faisais qu'à ma tête, qu'à moi-même. Et c'est vrai que ça peut être difficile, maintenant je le vis avec mes enfants, Ah ouais. de se dire que ouais, c'est pas simple quand t'as un enfant qui prend conscience de ce qu'il vit, de cet univers qui est autour de nous, et qui dit non, en fait, je crois en ce que je veux, et je veux faire ce que je veux. Et quand t'es un parent et que t'as un enfant comme ça,
Je pense que la meilleure des choses à faire, c'est d'essayer de l'accompagner dans son raisonnement et de lui faire comprendre les choses, mais c'est pas ce que j'ai eu. Donc voilà. Le mot abandon. J'ai envie de dire, c'est un peu complémentaire avec rejet, abandon, parce que c'est ce que j'ai ressenti le jour où mon papa décède et où ma mère en fait me ferme la porte. J'ai ressenti l'état d'abandon, l'émotion, le sentiment. Et je pense que depuis ce jour-là, je, je fais tout dans mon quotidien, que ce soit dans ma famille ou avec mes amis, pour ne pas être abandonné. Pendant de nombreuses années, en fait, je disais jamais non. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaîtront là-dedans. Je disais jamais non par peur de l'abandon, en fait. Je liais une amitié avec quelqu'un et c'est un exemple parmi tant d'autres, on me disait ouais j'ai un déménagement, ok, je levais la main toujours en fait pour dire ouais je serai là, tu peux compter sur moi, tout ça. Même si j'avais pas forcément le temps, ben je faisais tout en fait pour l'avoir et pour montrer que pour moi c'était important en fait de montrer qu'on est là et qu'on n'abandonne pas les gens. Et aujourd'hui je dirais pas que je n'ai plus ça, mais je choisis en fait à qui je veux donner mon temps et à qui avec qui je veux être présent. Donc, je dépensais mon énergie en fait à tout va pour tout le monde et ça m'usait vraiment parce que c'est usant en fait de toujours dire oui à tout le monde. Même au niveau du travail, je faisais exactement la même chose. Pourtant, il n'y a pas de lieu d'être. Le travail, en fait, tu démarres le matin, tu finis le soir. Et non, il y a des fois, en fait, je finissais vraiment extrêmement tard. C'était un truc de fou. Donc oui, l'abandon, en fait, je l'ai vécu. C'est très dur. Mais je pense qu'il faut accepter le fait que il y a nous, les autres et l'univers. Et on ne peut pas forcément être là pour tout le monde tout le temps. Ouais, l'excès de disponibilité, C'est ça. c'est prenant en fait. Mais le truc, c'est que quand tu es toujours présent pour les gens comme ça, forcément, il y a des gens qui en profitent aussi. Complètement. Complètement. Ah mais ça, faut aussi... c'est-à-dire que je sais que je suis un peu naïf, parce que je crois en l'espoir, je crois en chacun, mais je suis pas Jésus non plus. C'est-à-dire que si tu me mets une gifle, je vais pas te tendre l'autre joue. Surtout avec l'âge et l'expérience, tu vois, on apprend, on devient, je vais dire, un peu plus méfiant, mais je tends toujours la main, Mm, 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 malgré mm. ça. Je tends la main. Aujourd'hui, je dirais que c'est une main de fer dans un gant de velours. Je sais tenir les choses avec fermeté, mais il y a toujours de la douceur aussi. Mm, 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 mm. Je vois euh, l'amour. Ça aussi, c'est toujours pareil. En fait, c'est souvent lié. S'il y avait un psy, je pense il dirait ce genre de choses. C'est souvent lié à notre enfance. Et c'est vrai que quand tu as l'impression, parce que je ne sais pas du tout, c'est mon point de vue, c'est pas le point de vue de ma mère ou de mon père, bon, ça, je l'aurais plus, mais on a toujours l'impression qu'on est soit mal aimé, soit pas assez aimé, ou pas aimé du tout. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas une discussion et qu'on ne pose pas des mots, ce que je fais moi aujourd'hui avec mes enfants depuis qu'ils sont tout petits, euh, tu vas rester dans le flou, tu vas rester dans le doute. Et je pense que ça, c'est important de le balayer, de poser des mots et d'essayer de... Alors on ne sera jamais sur la perfection, hein, mais même si on met des mots qui sont compris dans la majorité de ce que l'on veut transmettre et partager, je pense qu'on avancera plus dans quelque chose qui est positif que l'inverse. Et effectivement, moi j'ai senti que enfin, je me sentais pas aimé à 100%, et c'est une des raisons pour lesquelles, sur les trois enfants, j'étais le pire en fait. Vraiment. Je faisais tout pour me faire remarquer, à tous les niveaux. Je partais quand il fallait pas partir. On me disait tu restes, c'était pas possible. On me disait tu fais pas ça, je le faisais automatiquement. Parce que j'avais besoin d'attention en fait. Donc d'amour Mm, automatiquement. mm, mm. C'est ce que tu dis dans ton livre à un moment donné. Tu dis que j'ai bien aimé ce passage-là. Tu dis que souvent, l'enfant qui se fait remarquer à l'école, qui a besoin d'attention, etc., c'est parce que peut-être, potentiellement, il y a un problème chez lui. Il a besoin d'amour, en fait, Ouais, de pouvoir. Parce que toi, en fait, ta quête, en réalité, ce que tu dis dès le départ dans ton livre, c'est que tu cherchais l'amour de ta maman. complètement. Donc, Ouais, j'avais besoin en fait, de poser des mots. Je, je-
je pense qu'il y a des gens qui font partie de ma génération et même un peu plus anciens. Les parents d'avant posaient pas les mots en fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de la parole qui est délivrée sur plein de sujets, mais on ne posait pas forcément les mots. Un papa, il disait pas à son fils ou à sa fille, en fait, je t'aime ou ce genre de truc. Aujourd'hui, notre génération qui avons vécu ça, on essaye de poser les mots. C'est dur, parce qu'on ne l'a pas connu, on ne l'a pas appris. Et quand un enfant n'apprend pas ça, c'est dur à un moment donné de dire ça en disant mais j'ai quand même envie parce que j'ai pas eu. Donc je veux pouvoir donner. Moi aujourd'hui je le fais quasiment tous les jours en fait. Dès que je pars, parce que je sais pas du tout si c'est mon dernier au revoir ou mon dernier bonjour, personne n'est éternel, hein. Bien sûr, Voilà. Donc bien sûr. je vis toujours en pensant ça et c'est ce que j'ai appris à mes enfants. Voilà, donc Mm, mm, mm. Et le mot voyage, voyage. t'as fait combien de pays? Plus d'une trentaine facile. Ok. Ouais, vraiment, plus d'une trentaine. Voyage, il m'inspire quoi? Je te dirais que, alors, de l'autre côté, pour parler de mon papa qui est mon géniteur, qui fait partie de la communauté gitane, je dis le mot, je pense que les gens ils comprennent voyage, ce qui est tout à fait normal, et je pense que ça, c'est ancré dans notre ADN. On peut dire ou faire ce qu'on veut, à un moment donné, notre ADN, elle est aussi là, elle est présente, et cette sensation de vouloir partir et de se dire qu'on va être mieux ailleurs, il y a des raisons en fait à un moment donné. C'est T'as fait le rapport, tu l'as fait quand ce rapport-là, ce ouais, rapprochement? très vite parce que ben, quand j'ai su que mon beau-père n'était pas mon vrai papa et que j'ai eu les informations, voilà, on comprend un peu qu'il y a d'autres choses qui peuvent nous attendre à certains moments. Mm, mm, mm. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut pas oublier, en tout cas moi j'y crois, que quand on quitte ce corps, ce corps est un outil, c'est un vaisseau, on peut dire un temple, on doit y prendre soin, tout ça, mais par rapport au voyage, on le quitte et après, moi je crois à la réincarnation. Ce qui dit réincarner plus tard, ça veut dire qu'on a eu des vies avant. Et potentiellement, je pense que on peut garder des sensations, des intuitions où on est plus à l'aise sur certaines choses, ou quand on découvre des pays, en fait, on se dit, mais je suis bien, en fait, je suis à l'aise ici. Possible qu'on a déjà été dans ces pays-là auparavant et que on se dit, cette fameuse sensation, on se dit, c'est ma deuxième maison ou c'est mon deuxième pays de cœur. Et moi, j'ai eu ça pour la Thaïlande et je pense sincèrement que ouais, si je suis si à l'aise et si bien et que tout est lié à un moment donné, je me dis ouais, il y a eu peut-être une vie où je suis allé ici. Et donc je crois en ça. Et c'est pour ça que les voyages, pour moi, à un moment donné, ils ont été importants, ils le sont toujours. Et j'ai besoin de ça, en fait. C'est devenu quelque chose de vital. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je traverse le monde en courant pour des causes. C'est parce que j'ai besoin de ces voyages et j'ai besoin de faire les choses pour les autres. Mm, mm, mm. T'as dit des choses intéressantes, on va y revenir. Euh, Tu dis, des fois, tu sens que tu as besoin d'aller dans des pays. Moi, je reviens sur ton premier voyage. Mm. Tu sens que tu vas aller à Shanghai. Comment t'expliques le fait de sentir, tu te dis, je vais y aller, Ouais, il faut que j'y aille. Tu sentais au fond de toi que c'était une obsession? ouais. C'est... En fait, c'est pas l'obsession obsessionnelle en se disant j'avais que ça dans le cerveau, il fallait. Non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus, j'ai envie de dire, vibratoire. C'est beaucoup plus magnétique. Notre corps est magnétique. Aujourd'hui, la science le dit, c'est prouvé. Voilà, on sait qu'on on est aussi un conducteur électrique. Mais je reviens au magnétisme. Euh, Moi, j'ai une conception de l'univers qui nous entoure, qui est juste là, maintenant, pendant cette interview, et même au-delà de ça, de notre planète, où l'univers, donc, il n'a pas cette compréhension de ce que nous, on a humain, du bien et du mal. C'est plutôt positif, comme les aimants, et négatif. C'est-à-dire quelque chose qui attire ou qui repousse. C'est vraiment, j'ai ça dans ma tête. Et j'ai à chaque fois, et là tu parles du premier voyage, eu cette sensation de on prend mon âme
Et il y a eu une attirance d'aimant qui m'attire, mais un truc de dingue, qui me dit c'est ça. Et en plus d'avoir cette attirance où je me dis il faut absolument que j'y aille, j'ai le nom visuel dans ma tête. J'ai une image avec un nom. Et là je me dis attends, pourquoi ça en fait? Et comme je suis du caractère à pas trop me poser des questions et à y aller, en fait j'y vais. Et ce jour-là, et c'est l'anecdote que les gens découvriront dans le livre, ce jour-là, je me lève le matin, donc je suis avec la personne avec qui je vis encore aujourd'hui, la maman de mes enfants, et je lui dis, ouais, je vais partir en Chine. Et là, comme toute personne, j'ai envie de dire, un peu normalement constituée, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème, tu te lèves le matin, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, non, vraiment, je pense que je vais partir. Elle me dit, mais tu veux partir où? J'ai dit, en Chine. Elle me dit, mais Chine, c'est vaste, en fait. Je dis, non, je vais à Shanghai, en fait. Et elle me dit, pourquoi? Je lui dis, je sais pas, mais il faut que j'y aille. Et là, pour moi, en fait, c'est devenu ma mission. Il faut que j'aille à Shanghai. Et je sens qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui m'attend. Je sais pas qui, je sais pas quoi. Et je vais tout faire pour y aller. Et là, ben, les gens découvriront dans le livre qu'est-ce qui va se passer. Et il va se passer des choses extraordinaires qui vont changer, on va dire, le cours je vais dire, de ma vie, mais surtout de ma philosophie. Mm, 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 mm. Parce que justement, oui, tu parles d'intuition. C'est vrai que ton intuition t'a amené justement à faire beaucoup de choses en termes professionnels. Parce que Quasiment tout. t'as fait la marine, t'as fait la légion, Mm. t'as fait énormément de choses. Et donc toi, vraiment, il y a l'instinct, tu y vas, quand t'as quelque chose, tu sens quelque chose, tu y vas, tu Ouais. fonces. Dès que je sens en fait que j'ai... ça peut être simplement des fois sur un mot où tout de suite il y a quelque chose qui se passe et ce mot ou ce travail ou enfin bref va tout de suite me parler et me dit en fait ben vas-y. Ça peut être même une personne hein, que je vois passer sur les réseaux sociaux et là quand je regarde son nom je dis putain mais ça me donne envie en fait d'aller créer une discussion qui peut-être n'aboutira pas. En tout cas jusqu'à présent je me suis jamais trompé Mm, mm, mm. et j'ai toujours eu une suite sur ces intuitions. Je pense que tout le monde a ses intuitions. Et on sait pas, on les écoute pas toujours. Ouais. Et pour moi, ça, c'est une erreur parce que potentiellement, ça veut dire que sur les futurs possibles que l'on a, qui sont d'un panel juste illimité, les futurs que l'on peut créer sont illimités. Nos intuitions, je pense qu'ils sont là en fait pour nous montrer qu'il y a un futur qui serait potentiellement le meilleur à vivre dans qui on est et dans ce qu'on devrait faire dans tous les futurs qu'il y a. C'est pour ça que je me pose pas de questions et j'y vais parce que j'ai pas envie non plus d'avoir de regrets sur ce genre de choses. Mm, mm, mm. Le mot doute. Doute, je dirais que pour ce que je fais depuis ces 7 dernières années, j'en ai pas eu un seul. Pas eu un seul. J'en ai eu dans ma vie des doutes, on va dire, concernant... mais c'est surtout en rapport avec l'humain. C'est jamais un rapport avec les autres êtres vivants, comme que ce soit les animaux ou quoi. Je pense que même eux, ils y voient pas ils savent pas ce que c'est le bien, le mal. C'est nous qui essayons de leur faire comprendre à un moment donné. Eux, quand ils regardent quelqu'un, ils regardent pas, comment dire, ils regardent pas la couleur, ils regardent pas la religion, ils savent même pas ce que c'est en fait. Mm, 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 mm. Ils y vont juste en fait avec ce qu'ils ressentent. Et ça, pour moi, c'est une inspiration de dingue. Et donc, le doute, j'en ai eu, mais c'était plus attrayant et attirant sur l'humain en général, plutôt que sur ça. Mais malgré les doutes, j'y vais quand même, en fait. Mm, mm. Parce que j'ai besoin, en fait, de savoir et de comprendre. Je pense que c'est important de comprendre. On va justement revenir sur ce que tu fais, ce que tu as fait par exemple, pardon, dans ces 7 dernières années, avec le mot aventure slash marathon. Aventure, en fait, pour l'anecdote de comment j'ai commencé ça, je te dirais que j'étais en train de bosser dans le bâtiment avec mon cousin. Et mon cousin avec qui j'ai grandi presque comme un frère, il sait, il me connaît. Il sait que quand j'ai des flashs ou quoi, je vais partir. Ça veut dire que potentiellement je vais partir faire un truc, Mm, 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 mais on mm. sait jamais quoi, ni où. Et là, j'en ai un. Et je vois l'Antarctique. Et il me dit, mais t'es sérieux là?
L'Antarctique, c'est fou quand même, hein, tu vois, de dire ça. Et je dis, ouais. Et il me dit, mais quand, comment? Je sais pas, mais il faut que je fasse tout, en fait, pour apprendre déjà sur l'Antarctique, comment y aller, comment, parce que c'est ça, au final, d'abord. Faut, tu pars, mais tu prends quand même certains renseignements, tu vois. Et ça a été vraiment mon objectif pendant un temps. Je dis pendant un temps parce que, encore aujourd'hui, l'Antarctique, ça s'est pas fait. Mais, ce qu'il y a de bien, c'est que quand tu as un objectif, quand tu as une intuition, l'intuition, elle te dit pas en fait quand tu vas y aller. C'est toi qui décides si tu y vas maintenant ou si c'est quelque chose qui, à un moment donné, va être repoussé par les événements du quotidien. Et quand je décide l'Antarctique et que je me dis, ok, ben, mon objectif, ça va être d'aller marcher 1500 km en moins de 54 jours pour essayer de battre un record du monde, voir un peu ce qui se passe sur place au niveau environnemental, enfin voilà aussi. Et, euh, et là, il y a le Covid qui arrive. Il y a le Covid qui ferme la porte en fait sur quasiment tout. Le budget aussi qui est colossal, vraiment, qui me freine. Et je me dis, ok, ben, je vais garder ça en tête et puis je vais quand même continuer sur ma lancée puisque je me suis entraîné comme un dingue. On parle de 6 heures par jour pour préparer cette aventure-là, puisqu'on parle d'aventure. Et je me suis dit, je vois qu'il y a du potentiel en fait. Je découvre un potentiel physique de dingue. Et je me dis, mais attends, t'étais un coureur du dimanche, t'étais un marcheur, voilà, t'as fait la Légion, c'est vrai. Donc t'étais un gros marcheur, mais pas un coureur en fait. Et là, tu vois en fait que tu peux aller quand même, tu peux pousser le truc. Et je me dis, ben, à pousser le truc, ben, tu vas essayer de pousser le truc de plus en plus loin. Et d'où le test après pour savoir en fait si j'étais capable de courir vraiment loin, très fort, enfin voilà. Et c'est comme ça qu'est venu avec des échecs avant de pouvoir me dire que j'étais capable d'enchaîner des marathons après marathon pour traverser des pays, voire des continents. Le premier, il fait 6 700 km. C'est enfin, c'est de la course ou c'est de la C'est une marche? C'est marche. une marche. Le Bon, Nil, c'est en déjà. fait, non, non, mais en fait, il y avait quand même l'équivalent de 40 à 50 km par jour. Donc, on est dans le contexte de Mm, marathon, mm, mm. mais c'était une marche-course. C'est-à-dire que je sais pas marcher doucement. Même marcher, il fallait que je fasse ça vite, avec une chariote derrière à roulette de une trentaine de kilos quand même, hein. Mais ouais, c'était, on va dire, un premier marathon qui était marché. Bon, après, il y avait quand même 6 700 km à la Exactement, clé, du donc c'est quand même Burundi à l'Égypte. exactement. Je voulais vraiment essayer de faire, puisque là, on allie un peu le marathon marché, mais avec une aventure. C'était la première expédition humanitaire que je faisais, Mm, euh, où, euh, où je m'étais dit que je voulais absolument avoir une raison du pourquoi j'allais faire ça. Et après ça, je me suis dit que c'était fini. Je ferai plus jamais quelque chose pour ma gueule et que je ferai vraiment que pour les autres, ceux qui en ont besoin. Et le Nil, c'était donc le longer à pied pour délivrer en fait des médicaments à une ONG par pays traversé, en plus de les aider financièrement. Et effectivement, quand on découvre des cultures qu'on peut rencontrer dans ces pays d'Afrique qui font partie des plus pauvres en plus au monde, qu'on rencontre des gens qui sont d'une simplicité, en fait tout ce qu'on n'a pas dans notre quotidien. On voit bien sûr en France, il y a la pauvreté, il y a tout ça. On voit une certaine générosité, mais c'est pas du tout pareil en fait que dans les autres pays. Pas qu'en Afrique, ailleurs. Dans tous les autres, c'est pas du tout pareil. Euh, c'est dans les pays les plus pauvres, je dirais aujourd'hui, ou les moins bien lotis, que j'ai découvert une solidarité, une générosité extrême. Plus les pays sont riches, moins ils le sont. Je dis bien moins ils le sont, ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas, mais moins ils le sont. Je pense que le système dans lequel on vit fait que les gens ont peur. Du coup, la solidarité, elle est difficile. Parce qu'il s'est passé une chose un jour et derrière, les gens gardent ça en tête. Alors que tout le reste du temps, en fait, il se passe rien et on peut ouvrir la porte aux gens et ce genre de choses. Dans ces pays-là, en fait,
tous les gens ouvrent la porte à tout le monde. Et Hum. du coup, en fait, c'est la seule fois, ils se disent, ouais, mais c'était une fois, en fait. Nous, on dit, ouais, mais c'était une fois. Tu vois, l'intention n'est pas du tout la même. Exact. Et donc, voilà. Et ça, c'était. Ça, on rappelle, c'était en 2021. Ouais. Et en 2022, justement, tu repars. Là, par contre, c'est un vrai marathon Ouais, course. ouais. La marche, le marathon des sables au Maroc, 250 km. Mm. Comment tu te prépares? Comment tu. En fait, j'ai commencé à me dire que je pouvais potentiellement courir assez longtemps, assez loin. Pas forcément vite, parce que moi, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse encore aujourd'hui, c'est surtout de terminer mes courses dans un bon état pour pouvoir recommencer le lendemain. C'est vraiment mon objectif. Et, euh, et donc, le marathon des sables, pour me préparer, bien sûr, hein, j'ai continué à faire ce que je pensais être crédible. Il faut savoir que je n'ai pas de coach physique, ni mental, ni quoi que ce soit. J'ai pas de salle de sport non plus. Je m'entraîne chez moi. En fait, je suis une personne lambda qui va juste avoir des heures d'entraînement de plus que les autres. C'est simplement ce que j'ai aujourd'hui qui fait que j'arrive à pousser le bouchon plus loin. J'ai voulu prendre du temps pour. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui j'arrive à faire ça. Et le marathon des sables, ça a été une belle expérience quand même parce que euh, déjà au niveau physique, je suis pas allé au bout parce que j'ai été en déshydratation totale et j'ai fait l'erreur pour les gens qui nous écoutent de quand on est dans un pays où il fait très chaud parce que c'est le désert du Sahara, si vous videz pas vos gourdets, que vous ne les nettoyez pas à la fin avant de remettre de l'eau, euh, l'eau fermente avec la chaleur, surtout dans des bouteilles en plastique. Et ça met des bactéries qui peuvent vous faire vider en fait au quotidien et du coup plus d'énergie, vous pouvez plus avancer en fait. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, donc ne faites pas la même erreur que moi. Et donc voilà, donc le marathon ça a été, et puis même psychologiquement parlant, euh, je vais pas au bout, je fais les 4 jours sur 6 et, et pareil, je suis quelqu'un qui donne, je pense que tu l'as entendu tout à l'heure, qui donne vite sa confiance, qui croit quand même aux gens et tout ça. Et je croyais vraiment que l'attente dans laquelle j'étais, faut faire très attention à ça, était solidaire et tout ça, parce qu'on part tous un peu du même principe de dire, ben, on va se soutenir les gens, même si on marche pas, si je te crois sur le chemin, je te tape un peu sur l'épaule en disant, vas-y, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il y a ce que les gens disent et ce que les gens font, ou ne font pas. Mhm. On peut donner quelque chose, mais il faut pas tout donner d'un coup. Et malheureusement, moi, je fais partie des gens qui ne connaissent pas la demi-mesure. Donc tu te C'est- fais avoir. Donc, soit je donne tout, soit je donne rien, en fait. Et ouais, là, j'ai cru, on va dire, à l'amitié, à la pseudo-amitié de certaines personnes. Et ben, je suis tombé sur le cul. Et, et à chaque fois, c'est toujours une vague émotionnelle intense quand tu as donné beaucoup et que tu as cru, tu vois, tu as mis les gens assez haut et puis tu tombes. Plus tu les mets haut, en fait, et plus tu vas tomber en fait d'un immeuble de 10 étages alors que tu les connais que depuis quelques jours ou quelques heures. Et je pense que ça, c'est dur pour soi. Mais quand au même moment, je reçois un message de mon frère qui me dit, j'ai une grave maladie. Voilà, c'est une maladie incurable et il est possible que tu redescends. Et là, tu prends conscience que ce que tu pensais être difficile parce que bah, tu te remets en question, tu te dis c'est ta faute et le machin. Tu dis, mais en fait, ça, mais c'est des conneries, quoi. Qu'est-ce que j'en ai à faire, en fait, des gens, de ce qu'ils pensent, parce que tu t'es pas allé au bout, et plus personne ne me parlait. Et ça m'avait touché. Et là, je me suis dit, mais en fait, tu t'en fous. Bien sûr. C'est qui, eux, pour toi? Au final, ce que je veux dire, c'est que tu choisis d'être touché parce que tu vis ou pas. Même avec les gens que tu connais, tu choisis d'y mettre de l'affect ou pas. Si tu choisis que l'affect dure 2 minutes, elle va durer 2 minutes, tu vas passer à autre chose. Mais si tu choisis de faire perdurer la chose, c'est toi qui te mets dans le mal encore plus longtemps, tu vois. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai compris. C'est fini, à partir d'aujourd'hui, je choisirai par qui je voudrais être touché et combien de temps je voudrais être touché.
Hum, 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 hum. Bah, d'ailleurs, je vais revenir là-dessus. Dans ton livre, page 83, tu dis, je prendrai conscience alors qu'une simple rencontre, même brève, peut lier deux êtres en profondeur. Mhm. Encore faut-il parler le même langage, celui du cœur. Exactement. Effectivement, il y a des gens que tu penses qu'ils parlent le même langage que toi, Ouais. mais finalement, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Je dirais les mêmes intérêts, mais surtout, elles n'ont pas la même sincérité. C'est ça. Ouais. Et ça, je pense que ça fait la différence. Je suis très loin d'être parfait. J'ai fait plein d'erreurs et je pense que j'en referai encore, comme tout le monde. Mais j'essaye dans mon quotidien ou dans ce que je partage d'être le plus sincère possible. Mm, mm. Parce que je pense qu'on transmet nos vraies intentions dans la sincérité. J'ai plus envie de perdre du temps. J'ai plus envie de faire perdre du temps. Donc du coup, autant être transparent et voilà, les gens t'acceptent tel que tu es ou pas. C'est tout, point. Et pour revenir justement au marathon des sables, pour expliquer, donc c'est une course qui dure 6 jours et 250 km en Mm, autosuffisance alimentaire, connue mondialement pour sa difficulté. c'est ça. Et justement, il y a le mot échec qui me vient. Qu'est-ce que ça t'inspire le mot échec? Et surtout quand tu as été confronté à Ouais. l'échec, comment tu le gères? Aujourd'hui, je te dirais que euh, tout échec qui est dit, je ne le vois plus. J'ai mis un mot en fait associé au mot échec depuis quelques années. C'est le mot apprentissage, brevet, diplôme. En fait, l'échec est un diplôme. Et à chaque échec, comme tu en apprends toujours, c'est des nouvelles connaissances à chaque échec, tu vois. Eh ben en fait, il faut que tu te dises on t'a délivré un diplôme de, je vais dire une bêtise, ben j'ai pas réussi ça. Qu'est-ce que tu as appris en fait de cet échec-là? Et là, tu peux le lister. Et je pense que c'est même important de le lister, de l'écrire concrètement Mm, 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 et de le dire à voix haute. Ok, ben ça m'a appris tout ça. Très bien. C'est bon, maintenant j'ai ce brevet-là. L'échec de ce jour-là, dans ce contexte-là, ben, tu sais que tu le referas pas. Ou alors, si tu le refais, tu vas mettre d'autres, on va dire, variantes ou d'autres choses qui vont te permettre de, cette fois-ci, ne plus rencontrer le même échec. Tu pourras toujours repousser. Si là, tu as fait 4 jours et que tu as dû abandonner, ben, tu sais que la prochaine fois, tu vas faire pas 4 jours. Peut-être que tu n'iras pas au bout la fois d'après. Ça sera 5 jours. mm, 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 Mais mm. tu te seras amélioré. Et je pense que c'est ça le plus important. Bien sûr. C'est pas la chute, c'est comment tu te Ouais, relèves. c'est ça. C'est exactement ça. Et justement, là, on va parler justement, puisqu'on parlait d'aventure et de marathon, là, de Mm. ta plus belle aventure humaine sportive. Donc, le 6 février 2023, il y a le séisme en Turquie de Ouais. magnitude 7,8 qui frappe. Et toi, tu décides de courir justement pour aller apporter des médicaments de Béziers, là où tu vis, jusqu'en Turquie. Ce qui fait à peu près 3 500 kilomètres. 8 mois, 244 jours. Mm. Euh, le truc, c'est que quand tu te lances dans une aventure comme ça, comment ta femme, elle réagit? Alors, juste un petit truc. Les médicaments, c'était pour le Nil, Oui, pas pour la Turquie. la Turquie, c'est l'argent, oui. La Turquie, c'était essayer de récolter des fonds pour les familles des victimes. Et je pense quelque chose de plus important, alors pour certains auditeurs, ça va leur paraître un peu utopique, mais l'espoir. Je pense que l'espoir, il vaut tout l'or du monde. Tu peux amener 1 million d'euros et donner de l'espoir à quelqu'un qui a perdu son enfant ou un enfant qui a perdu son parent, il te dira, ben, je prends l'espoir en fait. L'espoir de se dire que il y a, il y a toujours je peux toujours me reconstruire, je peux toujours. C'est l'espoir en fait qui va faire que tu te reconstruis. L'argent en fait c'est que du papier, c'est pas. Exact. Voilà. Et comment ma compagne prend le fait que je lui dise que je vais partir pour faire telle ou telle chose à chaque fois? Je pense qu'aujourd'hui elle est blindée. Après tout ce qui s'est passé, ça fait quand même plus de 26 ans que je suis avec cette même personne. Donc elle me connaît, elle sait que quand j'ai un truc, je vais aller au bout. Voilà. Plus besoin de discuter, plus besoin d'assister. Ouais, je dis toujours les projets parce que je trouve que c'est important. Mais voilà, il y a plus le truc de pourquoi en fait. C'est ok, c'est ce qui te fait sens. Ben vas-y,
En fait, c'est même pas vas-y, parce que vas-y, ça voudrait dire que tu as besoin de son accord. Non, c'est fais-le. Fais-le. Vis ce que tu dois vivre, tout simplement. Je pense que c'est aussi ça, en tout cas dans ma réalité, dans mon univers, de dire que tu comprends la personne avec qui tu vis parce que tu la laisses vivre ce qu'elle doit vivre. Dans le respect de l'autre, bien évidemment. Je vais pas dire Après, ça dépend ce que ça implique, le respect. Il y a des gens qui sont libertins, qui se disent il n'y a pas de problème. Non, mais c'est vrai, il Ouais, faut le dire aussi. Hein. bien sûr, bien Et sûr. la porte, elle est ouverte, tout le machin. Mais c'est dans le respect de l'autre, c'est-à-dire qu'il y a un cadre qui a été défini. Pour la majorité des gens, on reste dans ce cadre de fidélité. Et si tu dépasses pas ce cadre, mais que tu veux faire d'autres choses, comme aller visiter des pays tout seul, comme aller vivre certaines aventures tout seul, si la personne, en fait, elle dit j'ai besoin de le faire seul, ou peut-être plus tard avec toi, et que tu respectes ça, je pense que tu mets toutes les chances de ton côté pour que dans ton couple tout fonctionne. Et donc, nous, c'est ce qu'on a essayé de construire avec le temps. Je dis pas, hein, il y a toujours, il peut y avoir des accrochages aussi, parce que tu as des pays qui sont quand même assez dangereux, que j'ai traversés, comme le Soudan pour le Nil. Euh, et c'est vrai que ça fait peur de se dire que potentiellement, il y a des risques qui sont très élevés où tu ne reviennes pas. Et quand les gens liront le livre, ils découvriront qu'effectivement, à plusieurs reprises, j'ai failli ne pas revenir. Exact, exact. Et pour en revenir justement par rapport à ta compagne, tu dis page 56, chaque histoire d'amour est unique et il me semble que le couple durable est celui qui est capable d'inventer son propre format Mm. et ses propres règles, qui respecte les besoins et la liberté de l'autre. Exactement. Donc on va justement revenir sur cette aventure de la Turquie. 244 jours de préparation, Mm. presque un an, donc 8 mois, et justement 83 jours de course. Ouais. Tu te lances justement en février. Mm. Tu traverses, si je ne m'abuse. Non, Donc, je me lance en octobre. Février, c'est un moment où... il y a le séisme. Ouais, Ouais. exactement. Je confonds les Non, dates. non, c'est pas Désolé. grave. Donc, octobre 2023. Donc, tu pars de Béziers. Ouais, Tu arrives en Italie, après la Slovénie, ouais, après c'est la Croatie, ouais, après c'est la Serbie, tout à fait. après c'est la Bulgarie, Ouais, et après tu arrives en Turquie. exact. Ah, c'est bon, des bons. Justement, donc 83 jours, tu arrives un peu après Noël. Tu fais des rencontres extraordinaires. Incroyable. Je te laisse développer sur ton aventure, vas-y. Je vais faire un pas de côté et expliquer encore une fois le fait des intuitions. Mhm. Je devais partir et être sponsorisé parce que la petite anecdote, c'est que le sponsor qui devait me donner une certaine somme qui me permettait d'être autonome pour la Turquie me lâche un jour avant mon départ. C'est incroyable. Ouais. La majeure partie des gens, et crois-moi, j'en connais aujourd'hui, il y a quasiment tous les aventuriers ou explorateurs ou même marathoniens de l'extrême, on se connaît tous. Et la plupart de tous qui ont fait ce type de choses et qui se sont fait lâcher, et c'est déjà arrivé, ils se sont dit, ok, c'est trop tard là, faut que je repousse à un an. Ils ont tous fait ça, quasiment. Pas moi. Parce que quand je sais et je sens qu'il faut que j'y aille, en fait, je vais y aller. Même si c'est une main devant, une main derrière, j'y vais. Pourquoi ? C'est pas pour dire j'ai pas peur ou je sais pas quoi, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que je sais que je vais vivre des choses extraordinaires. Je sais que je vais vivre des rencontres qui vont changer mon cours de ma vie, mais plus que ça encore. Les gens ont un impact sur nous, C'est vrai. mais nous, on a aussi un impact sur eux. Quand tu es dans un autre pays, des pays que j'ai traversés, et que tu vois un gars qui court, qui a un short et un t-shirt, on est en plein hiver, il pleut des trombes, il y a 1 mètre de neige, il fait moins 10, et tu le vois, short t-shirt, tenue Forrest Gump, faut pas l'oublier, hein. Tu dis, mais c'est qui ce gars ? Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Et en fait, tu crées, ton énergie crée en fait des vibrations qui vont atteindre les gens. Même si c'est un simple regard vers toi,
C'est une énergie en fait qui est dirigée vers toi et toi vers eux. Et à un moment donné, faut se mettre dans cette position. À un moment donné, parce que dans tous les pays que j'ai traversés, en dehors de la France, hein, en France, j'étais l'inconnu total, hein, mais en dehors de la France, j'ai eu les médias, les plus gros médias des pays qui m'ont interviewé. Et donc le gars, il me voit, c'était juste un coup d'œil. Il se dit, putain, c'est chelou ce gars, tu sais, le machin. Et il passe. Et peut-être une heure après, un jour plus tard, il me voit à la télévision, sur leur TF1. Et il se dit, mais oui, mais je l'ai croisé. Et en fait, c'est pas anecdotique. Il n'y a pas de hasard. Et moi, c'est ça, en fait, que je trouve incroyable dans notre réalité, avec cette, cette énergie vibratoire qu'il y a autour de nous, avec l'univers, et tous les êtres vivants autour de nous. C'est qu'il y a, en fait, il y a un réel contact. On a l'impression qu'on passe devant les gens et qu'ils ne nous voient pas. C'est faux. On est tous liés. C'est faux. Mm. C'est archi faux. Et quand tu prends la peine de commencer, en fait, à échanger les énergies avec les gens, tu découvres énormément de choses. Et moi ça, là, je pense que je veux le vivre toute ma vie. Parce que voilà, pour en revenir à ton livre, c'est surtout en Serbie que tu fais une rencontre Ouais, extraordinaire. avec Maria, C'est ça. Et son mari. exactement. C'est eux qui, en fait, c'est eux aussi qui te permettent justement de médiatiser ce que tu es en train de faire, si Ouais. je ne m'abuse, Mm. avec les gros médias de Serbie, et que Tout à ça te fait. permet de continuer justement jusqu'à ton arrivée en Turquie, où justement tu es reçu, Complètement. on va dire, avec les honneurs. Ouais, parce que après, il y a un autre aspect, et ça, c'est bien que tu mettes le doigt dessus, parce que ça me permet de prendre la perche que tu me tends. Euh, Maria était sur les rencontres que je ne devais pas avoir. Maria et sa famille, la plus belle rencontre de cette aventure. Vraiment. Bon, d'ailleurs, on est encore amis aujourd'hui, on s'appelle, tout ça. Je pense même retraverser, mais uniquement la Serbie, pour une cause qui sera du pays. Parce que c'est un pays qui m'a touché profondément. Les gens, j'ai eu plein de personnes qui me disaient, c'est pour ça qu'il faut jamais croire à 100% tous les gens et plutôt aller vivre les choses, qui me disaient attention la Serbie. Mais vraiment beaucoup, attention la Serbie. C'est pas très safe, tu vois. Je l'ai traversé, il s'est strictement rien passé. Déjà, parce que j'étais dans une intuition et une intention positive, et parce que tout ce que tu dégages, en fait, tu vas l'attirer, tu vois. Et, euh, et Maria, voilà, c'est incroyable parce que faut savoir que je courais dans mon quotidien, je partais le matin, je savais pas où j'allais dormir. Ce qui veut dire que je courais, je décrochais le téléphone pour appeler les hôtels, les machins, pour essayer d'avoir une nuit quelque part, voire de négocier, ou, voilà, ou ça pouvait être chez l'habitant. Mais ça veut dire quand même que, en plus de dépenser l'énergie dans ce que tu fais, ta course, tu dois dépenser l'énergie aussi dans des décrochages de téléphone, dans des envoyages de mails, de messages, enfin tout ce genre de choses, plus les réseaux sociaux. T'avais pas peur? Franchement, il n'y a pas eu un seul moment de doute, pas un seul moment de peur. Même si à un moment donné on y reviendra, sur la Turquie, il s'est passé quelque chose, pas eu un seul moment. Je me levais chaque matin avec le sourire aux lèvres et la joie de me dire, pardon, mais putain, je suis en train de vivre ma plus belle vie en fait. Je vis mes plus beaux moments. Je découvrais les levées de soleil et les couchers de soleil chaque jour dans une ville ou un pays différent. C'est pas donné à tout le monde en fait de vivre ce genre d'expérience, tu vois. Il y a des gens qui vivent au quotidien, qui se saignent et qui n'arrivent pas en fait à joindre les deux bouts, ne partent pas en vacances depuis des années. Enfin, et là, moi, je cours en visitant l'Europe. Alors oui, c'est dur de courir un marathon par jour, physiquement parlant, mais quand tu prêtes attention à ce que tu fais et que tu sais pourquoi tu le fais, en fait, derrière, en fait, tu te dis plus c'est dur. Tu te dis je kiffe le moment et je vais aller au bout parce que j'ai envie de voir qu'est-ce qui se passe, quelles autres rencontres je vais faire. Je pense que c'est ça aujourd'hui qu'il faut retenir. Hum, 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 hum. Et justement, dans ce chapitre-là, il y a le mot solitude. Qu'est-ce que ça t'inspire?
Beaucoup de choses. La solitude, je te dirais aujourd'hui que déjà les gens le découvriront, mais c'est vrai que je suis quelqu'un de très solitaire. J'ai besoin de ma solitude. C'est devenu quelque chose de vital. Et même, je te dirais plus, je le conseille aux gens. Je le conseille aux gens. Pourquoi? Je dis toujours que quand on est seul, on est fort, mais quand on est plusieurs, on l'est encore plus. Quand on fait les choses pour soi, on est fort, mais quand on fait les choses pour les autres, on l'est encore plus. Et c'est réel. Mais c'est quand on est seul et qu'on ne peut compter que sur soi, qu'on se découvre énormément de compétences, énormément de volonté, énormément de force et d'énergie. Quand t'es avec les autres, en fait, si tu veux, tu te sens porter un peu, tu vois. C'est comme si tu avais toujours quelqu'un sur qui tu pouvais t'appuyer. Par une discussion, je sais pas moi, ça peut être au travail, avec la famille, avec les machins. Mais quand tu te dis, ok, je me mets dans un état de solitude, je me mets dans un endroit où je sais que je vais être seul. Tu pars tout seul en randonnée avec ton sac à dos, tu pars, tu vas devoir apprendre à marcher tout seul, tu vas devoir apprendre à essayer de te débrouiller, à regarder, être vigilant, à machin. Et moi j'ai appris en fait que dans toute cette solitude, euh, tu découvres l'état de survie dans lequel ton cerveau te met quand tu es livré à toi-même. Et ça, tout ce que tu pensais avoir oublié de l'école, même des émissions, des documentaires, de machin, tout revient en fait. Ton cerveau, il est super intelligent, c'est un ordinateur de fou. Des trucs, voilà, que je me disais, en fait, c'est pas possible. Je sais qu'il y avait quelque chose, t'oublies, tu vois, parce que tu peux pas tout garder en mémoire. Là, quand tu arrives dans la solitude et que tu es en méthode survie, en fait, tu as tout qui te revient. Tout. Et c'est normal, c'est parce que ton cerveau, il est là pour te maintenir en vie. Son travail principal, en fait, c'est de maintenir les organes, tes organes vitaux. Et pour ça, en fait, il va tout mettre en place pour aller dans ce sens. Donc oui, là, moi, je pense que la solitude est un bon levier pour apprendre sur soi, pour montrer que tu es capable de plein de choses. Et c'est pas forcément quelque chose de négatif. Et si tu pensais que ça l'est, mais transforme-le en fait. Parce qu'on peut transformer tout ce qu'on veut. Et se parler à soi-même, slash parler à son corps. Ouais. Ça, c'est une chose que j'ai toujours fait en fait. C'est vrai que là, je le fais, je sors dans la rue. Les gens, ils vont se dire. Ils se disent moins aujourd'hui parce qu'ils se disent. D'abord, ils vont regarder les oreilles pour voir si t'as pas des écouteurs. Tu vois, pour voir si t'appelles pas quelqu'un ou si t'es pas en conversation avec quelqu'un, tu vois. Mais quand ils voient que t'as rien, là, ça prend un peu de recul et ça dit, ouais, le gars, en fait, il est touché, quoi, tu vois. Il est pas seul dans sa tête. Mais personne n'est seul dans sa tête. Je vais te le prouver en 2 secondes. T'es accompagné dans la vie ou pas? Non. Ok. Mais t'as été accompagné. Ouais. Bon. Ça veut dire que avec ta compagne, tu es une personne. T'as des frères et sœurs? Mhm. Est-ce que tu es le même avec tes frères et sœurs qu'avec ta compagne? On essaye en tout cas ça. Mais pas à 100%. Non. Tu vas être peut-être plus naturel, tu vas dire les choses en fait à ton frère et à ta sœur. Et dans ton couple, surtout si c'est au début, tu vas être un peu sur la retenue, tu vois. Tu vas essayer de te délivrer parce que tu as envie d'être au naturel, mais tu vas être un peu sur la retenue. Il y a des mots que tu vas dire ou d'autres pas, parce que tu n'as pas envie de vexer, parce que voilà. Dans ton travail, tu es la même personne qu'avec ta sœur et qu'avec ta compagne? Non. Tu vois? Donc en fait, on n'est pas une seule personne. Bien sûr. On est plusieurs, sauf qu'on va dire qu'on essaye de s'adapter un peu à l'entourage, à l'environnement, tu vois. Et quand tu es OK avec ça, tout va bien. C'est quand tu n'es pas OK, en fait, en te disant que tu es plusieurs personnes en même temps. Dis-toi que c'est comme si dans tout ça, il y avait un point commun, c'est-à-dire il y a une personne et c'est toi, mais tu es capable d'être différent avec chacun.
sois OK en fait avec ça. Accepte que tu ne vas pas parler pareil avec ta mère, où tu vas avoir le respect et tout ça, Bien tu vois, sûr, du bien fils. sûr. Et ton fils, où tu es le papa cette fois-ci. Mm. Donc quand tu es OK avec ça, tu dis OK, c'est bon, tout va bien. Je peux me parler à moi-même en tant que père ou machin. Mais moi, je vais plus loin que ça. J'ai découvert pendant cette traversée que parler à son corps à haute voix, parce que nous sommes vibrations, là, nos conversations pendant l'interview, ce sont des vibrations, elles vont être enregistrées, elles vont être délivrées à tous les gens qui vont écouter ça. Donc, et dans nos vibrations, en fait, il y a nos intentions. Des intentions positives ou des intentions négatives. Et les gens vont le recevoir à un moment donné, tu vois. Même si là, on parle nous, les intentions, en fait, elles vont beaucoup plus loin. Elles ne s'arrêtent pas, en fait, là. Tu sais, ça traverse, c'est comme les rayons Bien X. sûr, bien sûr. Vraiment, c'est des vibrations qui vont partout dans l'univers. Et moi, je me suis dit, OK, tu vas parler à ton corps, en fait. Les vibrations, elles vont. Si tu prends, comment ça s'appelle, une baffle, tu mets du sable dessus, il y a bien une chanson qui va sortir et ça va faire vibrer la baffle, le sable qui va bouger. Donc ça veut dire qu'il y a un réel action-réaction. Bon. Et je me suis dit, OK, on va essayer. Et je l'ai fait. Pendant toute la traversée, je l'ai fait. J'ai parlé à mon corps. Quand j'avais des douleurs, je demandais à mon cerveau, à haute voix, envoie-moi de l'endorphine. Ça le faisait. Quand je disais, je sentais des trucs qui n'allaient pas ou quoi, je parlais à haute voix. En plus de parler à mon cerveau, je parlais, puisque les cellules, en fait, de notre corps, qui constituent le mot corps, sont des petits êtres vivants. Moi, c'est ce que je dis à mes enfants, c'est des petits nous, tu vois, qui se tiennent un peu par la main et qui vont faire une forme, donc, de ton corps à toi, ou de tes organes et de tout ça. Bon. Nos cellules sont intelligentes. Elles s'adaptent. Elles parlent. Donc, elles ont une communication entre elles. Je t'appuie sur le genou, là. Tu l'as senti? Mhm. Ça veut dire que là, toutes les cellules qui forment le point où j'ai appuyé, t'imagines la rapidité? Elles ont envoyé une information, c'est allé à ton cerveau. Au moment où je t'ai touché, tu l'as senti. Donc ça veut dire qu'elles sont toutes connectées. Ça, c'est important. C'est important parce que elles sont individuelles. Tu peux prendre une cellule et l'enlever, mais elles sont un tout. Et c'est ce qu'on forme nous, en fait. Dans la réalité de ce que l'on est dans notre univers, dans notre monde, on est un tout. Toutes les énergies sont connectées entre elles. Il y en a qui sont plus intenses que d'autres, tu vois. C'est pour ça qu'avec certaines personnes, tu es plus attiré, tu sais, où tu te sens tout de suite, tu dis, waouh, franchement, là, il y a un match de fou, là, tu vois. Même amicalement, amoureusement, professionnellement parlant, tout ce que tu veux. Et c'est ça, en fait, le truc. C'est parce qu'il y a cette vraie connexion entre les énergies. Et donc, pourquoi l'univers à un moment donné? Parce que je me suis dit, attends, si l'univers, il est là, il m'envoie des messages à un moment donné, enfin, mais pour moi, si lui, il peut me parler, moi aussi, je peux le parler. Du coup, c'est ce que je fais. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant tout le long, j'ai aussi parlé à haute voix, où, alors, on me croit ou on me croit pas, hein. Franchement, ça m'est égal. Moi, j'y crois, c'est le plus important. Il pleuvait en Italie. Des trombes d'eau. Mais vraiment, j'avais juste un poncho sur moi en dessous sur tes t-shirts. Et à un moment donné, ça m'a saoulé. Vraiment. J'arrivais justement en fin d'Italie. Et là, je traversais la frontière, je me rappellerai, pour aller en Slovénie. Et j'ai dit, ouais, nuage, écarte-toi. Pluie, arrête, cesse de pleuvoir. Soleil, éclaire-moi et réchauffe-moi. Putain, je te le donne en mille en fait. Ben, c'est exactement ce qui se passe. Et là, tu dis, ouais, mais c'est du hasard et c'est le machin. Ok, je vais dans ton sens. Mais quand ça t'arrive tout le long de ton parcours, ou des fois il me faisait de petites blagues, tu vois, où il y avait des averses, tu sais, mais très très petites. J'ai dit, là, t'es pas sympa. On avait convenu d'un accord, tu vois, où tu faisais plus pleuvoir depuis la Slovénie. Hein. Et voilà. Et là, d'un coup, en fait, ça s'arrête. Donc, tu te dis, non, mon énergie, en fait, si tu penses que tout ce que tu dis n'a pas de sens ou ne va pas avoir, en fait, un objectif ou un but, c'est faux.
même à travers, t'es dehors, dans l'air libre, t'as l'impression qu'il n'y a que des arbres autour de toi. Mais non, c'est faux en fait, c'est va beaucoup plus loin que ça. Et moi, c'est ce que j'explique aussi dans le livre, c'est que j'ai pensé tout le long à mon arrivée. Comme quoi la pensée, elle est vraiment illimitée. Elle est limitée que si toi, tu le veux. Et je voyais, tu te rappelles dans le film Forrest Gump, la fin, où t'as tous les gens qui courent derrière Forrest et que voilà, t'as les médias et les machins. Et je voyais ça dans ma tête. Et tous les jours, je disais à haute voix, je veux cette fin-là. Je veux une fin, en fait, je veux une arrivée digne de ce nom. Et je me le disais, je le disais à haute voix tous les jours. Et alors là, les gens qui vont écouter ce podcast, ils vont dire, ouais, mais il est fou. Non, en fait, ça s'est réellement passé comme ça. Il y a eu les drones de partout, les médias de partout, les motos de policiers qui encadraient le cortège, parce qu'en fait, il y a eu, comme dans le film, une personne, deux personnes, 10 personnes, des dizaines. Et la voie qui s'ouvrait, et Ça a puis été, ça a été tout filmé. a été filmé. Dis-toi qu'il y avait le pays, en fait, qui était dessus. Ok. Non, non, vraiment. À l'arrivée, même moi, c'était la première fois que je vivais ça. Je l'avais demandé, mais je savais pas ce qui m'attendait, tu vois. Et là, plus j'avançais, plus je voyais ça. Je finis ça. Dis-toi que j'ai le président de la ville, parce qu'à la base, c'est des présidents de ville. La ville d'Adana, c'est 2 millions, plus de 2 millions d'habitants, qui est là et qui dit dans les médias, devant tout le pays, hein, à partir d'aujourd'hui, Claude Caz est le pont entre la France et la Turquie. C'est fort. Et là, donc j'ai fait une conférence suite à ça, devant plus de 1500 personnes. Conférence de presse, tu sais, un peu comme dans les films, quoi, tu vois, j'avais jamais vécu ça. 300 médias. Et je racontais mon histoire. Et les gens pleuraient. Parce que si tu veux, moi je suis pas là pour mentir, je disais juste la vérité. Le sponsor qui m'a lâché était d'origine turque. Tu penses bien que ça les a touchés, tu vois. Et ils se sont dit, malgré ça, il a pas lâché. Il a quand même cru en nous, le pays. Il s'est pas rattaché à une personne, ce qu'elle pourrait montrer et qu'elle pourrait faire paraître du pays. Non, je me suis pas arrêté à ça. L'espoir, comme tu disais tout à Ouais, l'heure. je voulais vraiment, pour moi, c'était vraiment important de montrer que j'ai cru. Et j'ai dit deux choses. J'ai dit, je voulais montrer que, un, ce qui s'était passé, il y avait au moins une personne en France que ça avait touché, une famille en France que ça avait touché, et je voulais leur dire que je les avais pas oubliés. Et la deuxième chose, c'était que je voulais leur apporter ce fameux message d'espoir en disant, en fait, vous n'êtes pas tout seul. Et qu'il n'y a pas de frontière, en fait, pour la solidarité ni la générosité. Je pense que c'est ça, les mots de fin, c'est super important. Ah là, t'es vraiment dans la résilience. Je pense que c'est un mot important pour toi, celui-là. Complètement, complètement. Je trouve. Mais ça, les gens les gens qui le vivent en général, en tout cas aujourd'hui, et ça rejoint juste ce qu'on vient de dire, que je t'expliquais par rapport à l'univers. T'as des gens qui ont foi en quelque chose ou quelqu'un, et il y a des gens qui ont foi en eux, et il y a des gens qui ont foi en rien. Et pourtant, ces gens qui ont foi en rien, ils vont y venir à cette foi. Tu sais quand? Malheureusement, dans les moments les plus tristes de leur vie, ou dans la vie des gens qu'ils aiment. À ce moment-là, ils vont prier des gens qui n'ont jamais prié ou auxquels ils ne croyaient pas. Ou à la chose, tu vois. S'il vous plaît, faites que, tu vois. J'ai envie de leur dire, mais en fait, je vais pas dire vous faites votre route, mais essayez plutôt. Essayez dans votre vie au quotidien, même si vous pensez qu'elle va bien, faites-le dans votre quotidien. Demandez les choses, en fait, à haute voix, pour que l'univers l'entende et les gens puissent le recevoir aussi. Visez les gens, en fait, quand vous voulez toucher une personne à tous les niveaux. Restez dans la bienveillance, bien sûr. Pas le faire parce que c'est puissant. C'est puissant et ça peut toucher aussi la malveillance que pourraient avoir les gens. Donc,
Mais il y a vraiment en fait cette puissance, ce pouvoir de l'intention qui est présent et qui est pour moi sous-estimé. Hum, 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 hum. Franchement, c'est fort. C'est très très fort. Et le syndrome de l'imposteur. Ça, c'est quelque chose, je pense, que beaucoup de gens peuvent vivre à un moment donné quand ils font les choses pour les autres. Euh, et qu'ils ont eu un certain parcours dans leur vie, parce qu'il ne faut pas l'oublier ça. On a un besoin de prouver. Prouver dans son travail, prouver avec ses amis, prouver avec sa famille, prouver avec sa compagne, prouver avec ses enfants, prouver avec soi, tu vois. Et tant qu'on ne se sent pas crédible, légitime, on va continuer. Et Et toi maintenant, qu'est-ce qu'il en est pour toi? je te dirais que oui, je l'ai vécu, ce syndrome. Oui, je l'ai cru, mais plus aujourd'hui. Je pense qu'à un moment donné, il va y avoir une expérience ou une aventure, quelque chose dans notre vie qui va faire que, ok, c'est bon, là maintenant j'ai compris. J'ai compris, ouais, je me sens légitime dans ce que je fais, je me sens crédible dans ce que je dis, donc c'est bon en fait, j'ai plus cette sensation de syndrome de l'imposteur. Et voilà, mais je pense que c'est légitime c'est d'arriver à un moment donné, même si que ça soit court temps ou longtemps, tu vois, Bien sûr. c'est légitime de se sentir dans cette position-là. Maintenant, encore une fois, c'est à nous de voir si on veut faire durer ou pas. Ouais, mais le truc, c'est que la question qui se pose, c'est pourquoi en fait on a tout de suite le syndrome de l'imposteur en fait. Pourquoi on serait pas forcément légitime tout de suite? Parce que encore une fois, tu as le vécu de la personne qui fait que ça va mettre une certaine intensité. Et je te dirais que toi, quand tu vis une chose comme ça, qui paraît aux yeux des gens, quand tu leur dis j'ai traversé l'Europe en courant, les gens ils se disent waouh, le truc de dingue. C'est pas comme ça que je l'ai vécu, moi. Mm. En fait, il y a ce que toi, tu vis et où tu te sens une personne ordinaire. T'as vu, c'est ce que je dis dans mon livre, hein. Et les gens qui disent non, t'es un ovni en fait. Ok, mais t'y crois pas au début. Et tant que t'y crois pas, le syndrome reste. Quand tu commences à prendre conscience que je le dis aussi dans le livre, sur 440 millions de personnes en Europe, on est seulement une vingtaine à avoir fait ce que j'ai fait. Là, tu dis, ah ouais, quand même, bon, ouais, c'est pas tout le monde, pas qui peut faire ça, qui prend le temps de préparer, de s'entraîner, d'être rigoureux, discipliné. Et voilà, donc faut pouvoir, et surtout, je l'ai dit tout à l'heure, qui croit en ce qu'il fait. Croire en soi, ouais. Ouais. Pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, le plus grand des pouvoirs, c'est la foi que l'on a en soi. Alors, je vais dire un truc, c'est peut-être, d'ailleurs, je crois que c'est une des premières fois où je vais le dire là. Je m'en fous. Ce que les gens pensent, je vais le dire quand même. Euh, Pensez que vous êtes votre propre Dieu. Si vous pensez comme ça, j'oblige personne. Tout vous est ouvert. Quand vous pensez que dans n'importe quelle religion, il peut y avoir, vous pensez que c'est une autre personne qui est cette divinité-là, pas oublier qu'on est ses enfants, entre guillemets. Donc on a une part de divinité aussi. Mais que vous prenez conscience que vous avez votre propre destin en main, et que en fait vous avez un panel de futurs possibles, et que vous choisissez celui que vous voulez, mais vous allez y aller en fait. Parce que vous ne mettez pas votre vie ou votre destin dans la foi de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre. Mais plutôt en vous, ce que vous êtes capable de créer. Après, ce que je peux te dire, c'est que t'as des gens qui ont foi en Dieu et qui arrivent Bien sûr. justement à, tu vois, Parce que, qui arrivent à faire des choses complètement. extraordinaires Tu en sais, ayant foi, tu vois. exactement. Et j'allais finir par Ok. ça. Non, j'allais finir par ça. C'est parce que, pour moi, le plus important, je dirais, dans le fait d'avoir foi en quelqu'un ou en quelque chose ou en soi, c'est d'avoir foi. Tout simplement, tu regardes
ceux qui font des choses qui sortent de l'ordinaire, n'importe où, n'importe quel pays, tout ce que tu veux, c'est des gens qui croient en quelque chose ou en quelqu'un. Donc en fait, que tu crois en toi, pour moi, je dis ça parce que je préfère me dire que je suis mon propre Dieu, tu vois, et que j'ai pas besoin, entre guillemets, d'une autre entité ou d'un autre machin, même si, et c'est là où c'est un peu contradictoire, parce que je parle de l'univers, tu vois, Mm. il y a une force de l'univers. Mais je me dis que mon énergie, et je le pense sincèrement, notre énergie à nous, est aussi puissante que l'univers. Pour qu'il t'envoie des messages à un moment donné, c'est qu'il se dit, ouais, l'énergie, elle est là, elle a un réel impact, et je dois le mettre, entre guillemets, sur une certaine voie ou sur une certaine proposition de futur. Mm, mm. Maintenant, c'est à toi de faire le choix de celui que tu souhaites aborder. Donc c'est pour ça, le plus important, c'est de se dire, je crois en quelque chose ou en quelqu'un. Et ne pas croire en soi, c'est aussi ne pas douter de soi. Mm. Mais est-ce que toi, t'as toujours eu confiance en toi? Je dirais que la confiance, elle vient au fil de l'expérience, au fil du fait que tu tombes et te relèves. Euh, Aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de transmettre au travers de mes accompagnements que je fais dans en entreprise, en perso, pour préparer les gens à n'importe quel objectif, ou ce que j'explique dans les conférences, c'est que je dirais que tu as besoin de, en tout cas, c'est ce que je crois, on a besoin de passer par une certaine souffrance. Je vais pas dire que tu n'as pas souffert, tu n'auras pas confiance en toi, c'est pas ce que je dis. Je dis plutôt que par la souffrance et la douleur, Mm, mm, mm. par la chair, euh, tu vas gagner en confiance en toi si tu ne l'avais pas ou si tu l'avais peu. Ou si tu le veux plus. Tu vois. Je te donne un exemple concret. On entend beaucoup aujourd'hui de parler d'immersion dans des bains de glacés, tout ça. Bon. T'as beaucoup de gens en fait qui ont cette a priori, la peur du froid et se disent non, moi même pas les douches froides chez moi, tu vois. Quand tu arrives à les accompagner et qu'ils arrivent en fait à faire ce premier pas, ils prennent une confiance de dingue. Et c'est normal. T'as fait péter en fait une limite, une croyance limitante en fait. De se dire je n'y arriverai pas, ou je n'en suis pas capable, ou non, c'est un truc de dingue. Sauf que là, en fait, t'as fait le truc de dingue, tu vois. Bah, si t'as réussi à faire ça, en fait, ça veut dire que tu peux faire beaucoup plus. Bah alors n'hésite pas. Et plus tu vas commencer à aller vers cette optique-là, et plus en fait tu vas te découvrir des ressources illimitées, insoupçonnées. Donc là, en fait, tu penses que les gens, ils ont peur, en fait, eux-mêmes, Ben, la douleur. la douleur et en fait le fait de pouvoir mettre, imposer ses propres limites. Ouais, parce que si tu veux, aujourd'hui, les gens ont, sans parler de la peur de ce que les autres peuvent leur imposer, ça c'est encore une autre chose, je parle de leur peur du mal-être, de la douleur, de la souffrance que ça peut, que ce que tu veux faire ou ce que tu penses être un truc de fou peut te faire vivre et te mettre dans un état émotionnel intense. Les gens ont peur de ça, de se découvrir et de se dire, en fait, ouais, j'ai kiffé, ou ça m'a apporté, ou de... Et les gens ont peur. Et moi, dans de ce que je propose dans mon travail, c'est ça, en fait. C'est de les accompagner, de leur dire, vous allez avoir mal, vous allez souffrir, mais vous allez vous découvrir un truc de dingue. Mm, 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 Et derrière, en fait, toutes les portes vous seront ouvertes, à tous les niveaux, en fait. mm, 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 mm. Et Claude, que dire de l'amour de soi par rapport à toi? C'est important. C'est très important. On peut pas... En tout cas, je déteste dire on peut pas, parce que ça voudrait dire que tu imposes quelque chose aux autres, mais il vaut mieux d'abord s'aimer soi, s'estimer,
parce que derrière, tu seras jamais à 100% pour les autres. Mm, mm, Il y aura toujours un déséquilibre. C'est le même déséquilibre que tu as quand tu te prépares pour aller courir et que tu vas travailler que le bas et pas le haut. Il y a beaucoup de gens en fait qui vont courir, qui vont faire du travail pour la voûte plantaire, les genoux ou les hanches, parce que c'est aussi cette solidité dont on a besoin pour aller courir, mais ils vont pas travailler la ceinture abdominale ou très peu, encore moins les épaules, le dos ou la nuque, les trapèzes et enfin, il y a un déséquilibre qui se crée. Et le corps, il fonctionne comme ça. Notre esprit, notre cerveau, notre mental est dans la même optique d'équilibre. L'équilibre, en fait, émotionnel et personnel est très important. Si tu veux pouvoir être là pour les gens, prends soin de toi d'abord. Si tu tombes malade, tu as un enfant, comment tu peux prendre soin de ton fils? Je vais aller à l'extrême. Tu as un cancer, tu sais qu'il y en a beaucoup en plus depuis ces dernières années. mhm. Tu as un cancer, malheureusement. Mais comment tu fais pour prendre soin de tes enfants? Mais ça va être extrêmement difficile. Tu vas te mettre de plus en plus mal. Donc en fait, d'abord, tu sais, je sais pas si tu es au courant, mais quand il y a un accident, tu es dans une voiture, tu as un accident, on te dit d'abord extirpe-toi de la voiture pour te mettre en sécurité. Toi. Et après seulement, va voir ce que tu peux faire pour les autres. Tu te dis, mais c'est égoïste. Ben ouais, mais en fait, si tu te sauves pas toi, tu peux pas sauver les autres en fait. Et ça, si tu veux, c'est une généralité pour tout. Que ce soit pour tes enfants, ta compagne, dans ton travail. C'est je fais mon boulot, tu vois, et parce que j'ai de l'avance, ben, si on me demande et que je peux aider, ben, je vais aller aider quelqu'un. Mais tu peux pas aider les autres en fait si tu t'es pas aidé d'abord Bien toi. sûr. Si tu t'aimes pas toi, tu peux pas aimer. Tu peux aimer les autres, mais en fait il va y avoir un tel déséquilibre que ça va créer quelque chose à un moment donné où ça va pas aller dans le sens que tu voudrais aller. Donc la logique, c'est aimez-vous pour Ouais, aimer les autres, quoi. exactement. Mais c'est exactement ça. Mais toi, justement, quand on regarde ton parcours, t'as appris Ouais, à t'aimer finalement. Parce qu'au complètement. début, quand on vous regarde, Mm. on voit que oui, effectivement, tu cherchais l'amour de ta maman, etc. On ressent pas forcément que tu t'aimais. Jusqu'à un moment donné, t'as essayé de t'ôter la vie. C'est pas forcément parce que tu t'aimais, en fait. Tu ne t'aimais pas. Ouais, en fait, quand tu rentres dans ces pensées noires et négatives, où tu te dis, où tu te poses les questions, c'est toujours les mêmes pour tout le monde, hein. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Est-ce que vraiment j'ai ma place? Est-ce que c'est important si je reste ou si je pars? Mhm. À qui ça va porter peine ou tout le monde s'en fout en fait? Oui et non. Les premiers touchés, c'est ton cercle proche, ta famille, tes enfants, tes frères et sœurs, ta mère, ton père, voilà. C'est vraiment les premiers touchés. C'est eux qui vont organiser tes obsèques. Après, il y aura vient la famille, ce travail, de tout ça. Bon. Quant à ça, c'est euh, c'est extrêmement difficile parce qu'on a toujours envie, tu as un mal-être profond qui provient de quelque part, et si t'as pas travaillé, si t'as pas eu des discussions pour essayer de poser les choses, c'est souvent les gens qui sont plutôt introvertis, qui gardent leurs sentiments pour eux, qui vont, tu vas poser la question et tu vas dire, ouais, est-ce que ça va? Ils vont te dire, oui, ça va. Avec un sourire, avec un paraître au lieu de l'être, tu vois. Et c'est extrêmement difficile, mais ça se... Si tu laisses en fait ne pas avoir peur et d'être OK avec ça en disant OK, je peux ressentir des choses, j'ai des sensations avec des gens, parce qu'il y a des liens qui se sont créés, je sens que ça va pas trop. Il me dit que ça va, mais en fait, non. Ben, creuse un peu plus loin, parce que ça se trouve, il y a un truc qui va vraiment pas et ça peut aller très loin. Mm, Donc, mm, 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 mm. faut pas laisser les gens tels quels, tout en ayant d'abord pris soin de soi. Tu vois? C'est parce que tu seras dans le bien-être et dans l'équilibre que derrière, en fait, tu vas pouvoir
mieux sentir aussi les choses pour les autres. Mm, mm, Et peut-être les épauler, et peut-être même être là au bon moment. mm, 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 Parce que mm, c'est mm. souvent les regrets après. Quand C'est ça. on dit, mais tout à l'heure, il m'a dit qu'il allait bien, et puis ben là, Là, faut creuser, ouais. Quand tu sens que ouais, faut creuser, effectivement. ouais, ouais, L'intuition dont tu parlais, la pousser un peu plus. c'est ça. Toute cette aventure-là, t'as appris quoi sur toi-même? Je dirais que j'ai appris plein de choses, hein. Euh, mais c'est pas le mot que je retiendrai. C'est pas apprentissage ou apprendre. Le bon mot pour moi, c'est affirmation ou confirmation. Hmm. Ouais. Ça m'a confirmé que ce que je pensais de l'énergie et de l'univers est vrai. On n'est pas seul. Il y a d'autres êtres vivants, les végétaux, les arbres, vivent, comprennent, sont capables de t'aider dans ton quotidien. Déjà, ils te donnent de l'oxygène. C'est ce qui te permet de vivre. Tu leur donnes du dioxyde, c'est ce qui leur permet de vivre. Il y a les animaux. Enfin, tous ces êtres vivants ont leur importance comme la tienne, en fait. Euh, donc, ne, on va dire, ne les swipe pas ou ne les balaye pas d'un revers de la main en pensant que tu n'as pas d'impact sur eux ou que eux n'ont pas d'impact sur toi. Et ça m'a confirmé aussi que dans ta vie, tu as des choses à dire, des choses à faire, mais les autres aussi. Faut le prendre en compte, ça, en fait. Quand tu fais un choix, et je le dis toujours à mes enfants, tes choix de faire ou de ne pas faire, de dire ou de ne pas dire, ont des conséquences. Tu vas toucher des gens et les gens vont te toucher. Tu vas vouloir aller vers quelqu'un ou vouloir qu'il soit disponible, mais ils ont leur propre vie aussi. Ils ont les choses du positif, du quotidien, les choses moins positives. Donc, quand tu vas demander quelque chose, en fait, réfléchis et dis-toi, fais-le, hein, parce qu'il faut le faire, hein, mais n'attends pas trop, en fait, du retour. Si ça y est, très bien, ça a répondu un peu à ta question, mais si ça ne l'est pas, c'est que potentiellement, en fait, c'est pas qu'elle veut pas, c'est peut-être qu'elle ne peut pas, sur le moment. Mm, mm, Donc, mm, il faut aussi avoir cette compréhension. Donc, ça m'a confirmé que la compréhension de l'autre, la compassion euh, et la solidarité, c'est aussi de laisser le choix aux autres. Donc, je te dirais que c'est vraiment important. Maintenant, l'autre chose qui est importante, c'est... parce que j'imagine que tu veux un mot de fin, mm. Ouais. je vais te le donner. Je pense qu'aujourd'hui, si je devais donner un conseil aux gens, je dirais un truc qui va paraître un peu bateau. Euh, Quand on était enfant, on a tous rêvé. Prenez exemple, peut-être sur un dessin animé, un super-héros, un machin. Et j'ai toujours voulu vivre des aventures depuis tout petit. Par tout ce que j'ai regardé, des exemples comme, ben là je l'ai plus, mais je l'avais hier. Tu sais, on a vu dans le club Dorothée les Dragon Ball et tout ça. C'était un bel exemple à suivre. Celui d'un peu du héros. On en vient au syndrome de l'imposteur. Celui du héros qui est là au bon moment, qui tend la main, qui est là. Bon. En fait, ce qu'il faut retenir de tout ce que je viens de dire, c'est rêve d'enfant. En grandissant, on devient adulte et on met de côté, au fond de notre mémoire, au fond de notre cœur, cet enfant qui nous a fait vivre des rêves de fou, de l'insouciance de fou. En fait, c'est eux qui ont raison. C'est les enfants qui ont raison. Je dis pas que tu dois être insouciant pour tout, mais tu dois être insouciant en fait sur des choses qui ne devraient pas te toucher normalement. Tu vois? C'est-à-dire dire ok, je t'ai entendu, je t'ai vu, tu me dis des choses qui sont pas forcément bonnes pour moi, mais est-ce que ça m'apporte quelque chose? Mm, 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 mm. Non. Donc en fait, je devrais être insouciant de ce genre de choses que tu dis ou que tu fais. Et l'autre chose que les enfants nous apportent,
Et ça, tu le découvres, ou tu le redécouvres quand t'es parent. C'est rêver, rêver tout le temps. Tous les aventuriers, les explorateurs sont des rêveurs. Sauf que ils n'ont pas peur d'aller réaliser leurs rêves et de tout faire pour y aller. C'est ça qui fait la différence en fait entre ceux qui le font et ceux qui le font pas. Les autres continuent de rêver et rêveront toute leur vie. Et les autres en fait, ben, ils se disent j'y vais, je m'en fous. Là, c'est comme on dit, ne rêve pas ta vie, vis tes rêves. Exactement. C'est moi qui ai la conclusion. Mais c'est très bien. Mais est-ce que tu estimes que la plus belle rencontre dans cette aventure, c'est ta rencontre avec toi, toi-même? Non. Non? La plus belle rencontre pour la traversée de la Turquie, tu parles, hein, Ouais. c'est ce qui m'a maintenu tout le long. Les gens pour qui je courais. Ils ne savaient pas que je courais, et pourtant j'arrivais. Jusqu'à ce que je franchisse les frontières de leur pays, où là, il y a eu tous les médias qui sont arrivés, qui étaient là. Et la rencontre avec eux, bien sûr qu'elle est dans l'émotion. Voilà, j'avais les larmes aux yeux, et c'est normal. Et j'ai envie de dire, il faut se laisser aussi vivre ses émotions, Hum, tu hum, vois. hum, 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 Parce que je me suis aussi retenu tout le long, mais tout en me disant, euh, tu ne peux pas et tu ne dois pas t'arrêter. Parce que j'ai quand même eu, on l'a dit tout à l'heure, en hors antenne, hein, j'ai quand même eu une périostite et une lombalgie en même temps. C'est pas rien. Ça m'a pas retenu. Jamais ça m'aurait retenu. Je pense que même j'aurais pu me casser une jambe, j'y serais allé avec des béquilles en fait, pour terminer. Parce que pour moi, arriver et leur dire je ne vous ai pas oublié, je peux que me mettre à leur place en ayant vécu. Des enfants ont perdu leurs parents, des parents ont perdu leurs enfants. Quelqu'un qui traverse tout un continent pour me dire juste ça, j'ai juste envie de le prendre dans les bras comme si c'était ma propre famille et de dire merci, tu vois. bien sûr. Et j'avais envie de vivre ça. Et c'est ce qui, pour moi, c'est ce qui a été de plus fort, de plus intense. C'est ma rencontre en fait avec les personnes pour qui je courais. Hum, hum, hum. Et justement, en voyant ton parcours, justement, de ce dont on a parlé tout à l'heure, est-ce que tout ça n'est pas le besoin enfin, besoin de prouver à toi-même, besoin de prouver, entre guillemets, aux autres? En même temps, c'est une revanche sur la vie, Hmm. pour toi. Enfin, tu me corriges hein, si Ah je ouais, me non, trompe. non, vas-y, vas-y. Et le fait d'apprendre sur toi ce que tu es capable de faire. Oui, il y a aussi un message. Le message, c'est, euh, il y a plein de gens qui font plein de choses pour eux. Et il y en a d'autres qui font les choses pour les autres. J'ai fait des 24 heures euh, vélo, des 24 heures course à pied, tout ça. Et je me voyais vraiment très très haut. Parce que c'est vrai que c'est fort quand même de pédaler pendant 24 heures ou de courir pendant 24 heures, c'est fort. Mais j'étais loin d'imaginer que j'étais capable de traverser des continents en entier pour les autres. Donc quand j'ai vu que mon potentiel personnel était haut et que la première fois où j'ai fait quelque chose pour les autres, je me suis dit, waouh, mais en fait, il n'y a aucune limite. Je me suis dit, mais non, en fait, c'est ça. Comme tout le monde, on a toujours envie de repousser ses limites, tu vois. Et en plus, c'est un tel plaisir de pouvoir arriver et de se dire, ok, j'ai apporté quelque chose de concret à des gens qui en ont vraiment besoin. Pas simplement du blabla, tu vois, ou ce genre de choses. Je me suis dit non, en fait, je veux pouvoir finir ma vie en faisant ce genre de choses, quoi. Parce que il y a des gens qui ont des besoins et je peux leur apporter euh, à mon niveau, bien évidemment. Le jour où j'aurai 1 million de followers et 1 million d'euros, j'apporterai le maximum que je peux apporter, tu vois. Mais je pense que même là, à ces gens-là, tu te mets à leur place et tu leur dis, tu viens, t'as pas d'argent et tu viens juste avec un message d'espoir parce que là, le final, c'était quoi? C'était pas que le financier. C'était de pouvoir remettre la lumière sur des gens qui en avaient besoin parce que le pays avait donné pendant un temps, ce qu'on voit en général dans les actualités, hein. On en parle et puis on n'en parle plus. Et puis, comme on n'en parle plus, c'est comme si en fait ils avaient plus besoin. Tu vois? Ce qui est faux.
tous les gens qui vivent des catastrophes, en fait, j'étais là aussi pour Mayotte. Encore aujourd'hui, ils ont besoin. Il n'y a pas eu de reconstruction encore. Pourtant, Mayotte, ça fait partie de la France, tu vois. Et donc, du coup, j'essaye toujours de remettre la lumière, en fait, sur ces gens qui ont vécu des choses ou qui vivent quelque chose dans leur quotidien pour leur dire, mais les gars, le besoin, il est toujours là. Et quand tu amènes avec des médias d'un tout un pays sur ça, en fait, si tu veux, le pays ne peut plus dire non, non, je croyais qu'ils avaient plus besoin. Tu peux plus. Là, t'as tout le monde. Et du coup, t'as l'aide qui arrive. Et moi, je trouve que c'est ça qui est fort aussi dans le message, c'est de dire j'arrive pas tout seul, en fait. Franchement, c'est fort. Quel est le regard de tes enfants par rapport à ce que tu fais, ta compagne, ta famille en général? Euh, Mes enfants font partie de mon plus gros moteur avec les personnes pour qui je cours ou les causes. Je suis un papa ordinaire qui veut juste être un exemple pour ses enfants. Voilà. Quand le 6 février, il se passe ça, comme toutes les autres, attention, hein, comme toutes les autres informations qu'on a aux actualités, Mhm. qui sont extrêmement déchirantes, je veux montrer à mes enfants ce jour-là on n'est pas obligé de rester en fait inactif. Qu'on peut pas rester juste spectateur de tout ce qui se fait. Parce que c'est ce qu'on est au final quand on a les actualités en face de soi. On est juste des spectateurs, tu vois. Et on a envie de participer d'une façon ou d'une autre parce qu'il y a des collectes de fonds qui se font. Donc du coup, on va essayer, mais on voit pas trop où ça va. C'est ce que j'ai voulu aussi amener en montrant que à toutes les personnes qui avaient participé à cette collecte, de leur dire, regardez, je traverse, je vous montre où va votre argent. Jusqu'à donner en main propre en fait aux gens. C'est cette transparence aussi qui nous manque aujourd'hui. Quand on va faire un don à des grosses associations, sans les citer, en fait, on ne voit pas ce qui se passe. On te dit, il y a ça qui a été amené. Mais d'accord, mais moi, je veux le voir, en fait. Moi, c'est ce que j'apporte aujourd'hui quand je fais des choses. Je montre cette transparence et je montre surtout le parcours. Donc, comment ils me voient? Bah, ils sont fiers de leur papa, tu vois. Ah, c'est le plus beau des cadeaux, ça. T'as tout gagné, là. Tu Ah vois, bah oui. tellement que, je le dis là, mon fils, ça a commencé, il a 11 ans maintenant, mais à 8 ans, il m'a regardé parce qu'il s'est dit je vais courir papa, ça te permet de passer du temps avec lui. Mhm. Moi aussi papa, j'ai envie de courir pour une cause, il me dit, à 8 ans. Je lui dis bah écoute, tu choisis, tu me dis, voilà. Et il me dit je veux faire 10 kilomètres. Ben, je l'ai préparé pour courir un 10 kilomètres et il l'a fait. Et on a récolté des fonds pour des enfants malades à Béziers. C'est inspirant, papa inspirant. Ouais, ouais. Franchement, c'est beau. Ouais, après, sais pas pour montrer voilà, le papa parfait ou la. Non, c'est juste que nous, parents, nous sommes les exemples parce que nous disons et parce que nous faisons à la future génération dont nos enfants font partie. Et ça, je pense que c'est un message fort. On se doit d'être d'une certaine façon et de dire certaines choses à nos enfants parce qu'ils nous singent et c'est des singes et des perroquets. Ils refont et ils redisent tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. Donc c'est pour ça, je pense que c'est important. Je remontre ici ton livre. Donc, Horizon Infini. Voilà. Franchement, ton livre est inspirant parce que, effectivement, c'est un message d'espoir et surtout le fait de pouvoir repousser ses limites, en fait. Parce que, comme tu le dis si souvent, tu es une personne ordinaire Hmm. qui essaie de faire des choses extraordinaires. Donc, tu dis en gros, tout est possible, faites-le. Et c'est juste vous-même qui construisez vos propres limites, donc les croyances limitantes dont tu parlais, Exactement. tu vois. Donc, je trouve que c'est très inspirant. Et puis même, voilà, les accomplissements, Hmm. le parcours, la revanche sur la vie, Hmm. le fait d'écrire un livre aujourd'hui, d'expliquer, voilà, tout est possible. Mais pour ceux qui regarderont, je dirais que euh, d'être un enfant HLM, je le dis dans le livre, hein, donc qui n'avait pas forcément toutes les cartes en main il y a des années de ça, pour dire qu'un jour il écrirait un livre,
Ben, ça montre quand même à toute cette nouvelle génération que tout est possible. Vous pouvez tout créer si vous avez l'envie, la volonté et une intention sincère. Pour moi, c'est vraiment la base en fait de tout. Non, tout est dit, en tout cas, félicitations Merci. pour ce livre-là. En tout cas, je te dis, c'est très inspirant. En tout cas, je l'ai lu, j'étais là, je me suis réveillé, je me suis dit, attends, il se lève tôt, je vais me lever tôt aussi, très tôt. Après, j'ai commencé à faire du sport. En fait, quand tu lis, t'as envie de faire du sport. Eh C'est ben, ça qui écoute, est. J'en fais. ouais, Mais ouais, le truc, c'est que tu dis, t'as envie de repousser ouais, voilà, c'est ça. le truc et de faire des marathons plus, Mm, mm. etc. Et de te dire, ouais, moi aussi, j'ai envie de me dire, bah, pousse un peu plus, Ouais, va un peu plus loin, tu vois. teste-toi, essaye C'est des ça, tu trucs, vois. Parce que ouais, des fois, tu te dis, tu t'arrêtes, tu te dis, mais en fait, j'aurais pu faire plus. Après, tu te dis, non. complètement. Et au final, quand tu lis ce genre de livre, tu te dis, franchement, maintenant, sachant ça, je vais repousser le truc, tu vois. Complètement. Je vais te donner un petit exemple de fin. Si tu viens avec moi et je te dis, là, maintenant, là, on parcourir 100 km. Tu vas me dire, mais t'es fou, gars. Mais Ouais, ouais, j'arrive même pas à faire 10 et tu me parles de 100. On va y aller. Je vais te traîner. Tu vas terminer. D'après toi, dans quel état tu termines? T'es par terre. t'es par terre, ouais. On est T'es par d'accord. terre, ouais. Regarde bien le truc. Je vais te taper sur l'épaule. Je vais t'aider à se lever et je vais dire, allez, vas-y, viens, on rentre. Mais tu vas rentrer. C'est vrai en plus. Bien sûr. Ce C'est- qui veut dire en fait que malgré la limite que tu te mets là maintenant au moment où on parle, ben, tu vas devoir quand même rentrer chez toi. Exactement. Donc en fait, que ça soit avec les douleurs extrêmes, tu vas marcher. C'est vrai, c'est vrai. C'est peut-être une question d'état d'esprit. Non, non, en tout cas, ben, franchement, félicitations pour ton livre. Comme je te le disais, c'était très inspirant. J'espère qu'il inspirera énormément de gens. On a une rubrique lecture ici. Je sais pas si tu lis un peu. J'ai commencé à lire ben, quand j'ai commencé à écrire. Est-ce que tu aurais, allez, un ou deux livres à recommander, peu importe la thématique, Ouais. carte blanche? Je te dirais, je dis les noms d'auteurs, ça Ah suffit ou oui, pas? oui, il n'y a pas de souci. Si t'as pas le titre, c'est pas grave. Ouais. Je dirais, il y a un autre aventurier qui est devenu un ami à moi. En fait, il y en a deux. Ulysse Lubin, je crois que ça s'appelle 1000 jours en quête de sens. Et Rémi Camus, j'ai plus le titre en tête, mais pareil, c'est deux aventuriers qui ont chacun leur vie. Là, tu te dis, ouais, mais deux aventuriers, je vais pas lire les deux, c'est les mêmes histoires. Faux. Comme avec moi, tu vois, je suis aussi un aventurier. On a trois histoires complètement différentes et inspirantes. Et donc, ouais, non, non, c'est vraiment. Il y en a un autre que j'ai découvert, et je profite de ça. Ça s'appelle En mémoire. C'est Meik Reynard Mhm, qui fait partie de cette nouvelle collection de mhm. rencontres extraordinaires, puisqu'on est deux livres, euh, qui raconte en fait sa vie antérieure qu'il a eue et qu'il vit au quotidien. Et là, tu te dis, mais il est fou le gars. Non. Il sort des choses concrètes et il est allé les tester en appelant les gens dont il a tout le souvenir de sa vie antérieure. On parle c'est un truc de dingue, hein. Il a des gens au téléphone qui sont aux États-Unis, parce que sa vie antérieure, il était une américaine. Et quand il les appelle, il dit, je sais, cette personne-là, il sort tous les détails de fou. Et il raconte ça dans son livre. Ok. Écoute, la tradition ici, pardon, c'est que l'autre il repart avec un livre. J'ai un livre pour toi. Ah, super. Alors, il est là. Voilà. Putain, je peux l'ouvrir là ou pas? Bien sûr, c'est le but. Et le montrer à la caméra, s'il te plaît. Ouais, ouais, bien sûr. Ah ouais, c'est dingue ça. Je repars avec un cadeau, c'est la première fois qu'on fait ça. Alors, ma chute sera mon élan. Témoignage sur la reconstruction et la force de l'entourage puissant. On en a parlé tout à l'heure, tu vois. Exactement. Donc je le montre à la caméra. Franchement, Tu peux lire la quatrième de couverture si tu veux. ouais. Le 12 avril 2020, j'ai traqué l'aube sur les remparts d'un château et tout a basculé. Électron libre rattrapé par la loi de la gravité.
J'ai chuté de 6 mètres. Ils ont chialé devant mon fauteuil roulant, et puis ils ont compris que je voulais rire comme avant. Je voulais rapper comme avant. Je n'ai pas perdu ma voix. Aujourd'hui, je veux qu'elle compte et qu'elle résonne. Le bitume n'a été qu'un tremplin. Ma chute sera mon élan. Waouh, c'est puissant. Eh bien, tu sais quoi? Je vais finir par ça, parce que j'en parlais justement hier. Euh, on m'a posé la question dans d'autres interviews. Qui est ton exemple? Parce que si tu veux, je souhaite être un exemple pour mes enfants et voir pour d'autres personnes, mais qui est mon exemple? Pour moi, tu sais qui c'est les plus exemplaires? Parce que en tant que coureur, on pourrait dire Kylian Jornet ou Mathieu Blanchard, tu vois, qui sont des personnes, c'est les numéro un, numéro 2 mondial, tu vois. Je suis admiratif de leur parcours, mais c'est pas mes exemples. Mes exemples, moi, c'est tous les gens en fait qui font qui sont handisport, qui ont un handicap, tu vois, qui sont invalides. Pour moi, eux, ce sont les exemples à suivre. D'ailleurs, c'est eux que je suis. Quand je me mets, moi, des contraintes quotidiennes, j'essaye de me mettre dans leur état. Je mets un masque parce qu'il y a des gens qui ont du mal à respirer. Je me mets du poids parce qu'il y a des gens qui sont portants, très portants, pour pas dire obèses. Je tire un pneu en fait parce que on en a parlé tout à l'heure, t'as souvent soit des gens en fait qui vont te retenir intentionnellement ou pas, mais voilà. Et ces gens-là, malgré leur handicap, quel qu'il soit, en fait, ils continuent de vivre et ils sont dans la joie, ils apprennent à vivre avec leur handicap et même ils arrivent à faire des trucs de fou. La traversée de la Manche, le fait de continuer à se dire que c'est pas parce que je suis handicapé en fait que je peux pas rapper ou en fait on parle de résilience mais on est en plein dedans en fait. Donc ouais, moi je m'inspire beaucoup plus de ce type de personnes que des gens valides. Même si je les admire et que je les respecte bien sûr. Ah bah c'est fort comme message, c'est puissant. Ouais, J'ai deux dernières questions, Claude. dis-moi. Mohamed Ali disait qu'il voulait qu'on se souvienne de lui comme étant champion du monde poids lourd, quelqu'un de drôle, de sympathique. Je te pose la question, comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? Je dirais plutôt comme quelqu'un qui faire passer le message que euh, personne n'est tout seul et que on est tous ensemble. Dans ce que je fais, quand je fais les choses pour, tu vois, par exemple pour la Turquie, c'est un très bon exemple. Je suis pas d'origine turque. Je fais pas du tout partie de la même communauté religieuse. Et je connais pas leur politique ou leur tradition, enfin voilà. Et pourtant, je traverse un continent entier pour ces gens-là. Parce que pour moi, la solidarité, elle n'a pas de frontières. Aucune. Je pense que tout ce que j'aimerais qu'on retienne de moi, c'est ça. C'est la solidarité n'a pas de frontières et c'est ce que je vais essayer de démontrer à chaque fois dans mes défis. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Je dirais, ben, pour le prochain projet, je l'ai appelé le Forest Gump Tour. C'est pour ceux qui ont vu le film ou ceux qui ne l'ont pas vu, je les invite à le regarder. Forrest Gump, à un moment donné, si tu te souviens, il est sur un banc, il se lève, il part courir. D'ailleurs, je porte sa casquette. Euh, il part courir, il fait les États-Unis d'est en ouest. C'est l'équivalent de 25 000 kilomètres. Ce que j'aimerais qu'on me souhaite, c'est de pouvoir réaliser, bien sûr que je fais tout pour, je pense que tu l'as compris, mais de réaliser ce rêve, parce que c'est un rêve que je tâcherai de réaliser. Pourquoi? Parce que c'est l'image de Forrest Gump, je la porte parce qu'elle m'inspire, comme dans le film. C'est quelqu'un de, on a parlé de sincérité. C'est ce qui l'inspire en fait dans le film. Une sincérité, une honnêteté. C'est pour ça que je porte sa tenue quand je cours. J'aime cette image. J'aime cette image que les gens ont de moi.
Et donc ce projet, c'est 595 jours de marathon consécutifs. En plus d'être un record du monde, c'est très bien. Je le porterai pour 2 causes, l'environnement et la santé. Comme il y a 25 000 km, je ferai en sorte avec des associations aux États-Unis qu'il y ait 25 000 arbres qui soient plantés. Et la santé, ben, le cancer, parce que voilà, c'est un fléau. Et je pense qu'il faut toujours soutenir cette cause, donc la lutte contre le cancer. Voilà. Ah, mais c'est une préparation exceptionnelle que Ouais, tu... ouais, non, non, vraiment. Ah, Vraiment. là, c'est déjà là, tu vas faire souffrir ton corps comme il se doit. Ouais, il faut le préparer. Ça marche. Bah, en tout cas, Claude, ça a été un plaisir pour moi de causer avec toi. Merci pour tes mots. Merci pour ton livre inspirant que je remontre encore une fois. Le voici. Donc, Claude Cazes, Horizon Infini. En tout cas, un livre très inspirant qui permet de se dire qu'on peut dépasser nos limites, le dire et le faire. Exact. Parce que tu l'as démontré. Mm. Et en tout cas, merci à toi pour, comme je te le disais, pour tes mots et pour ce que tu fais, même pour les causes justement que tu défends. Et sois fier de toi par rapport à ce que tu représentes. Merci Audrey. Je t'en prie. C'était Cosmonaute, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation, en espérant que vous avez appris des choses et éventuellement sur vous-même. Prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt.